Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec l'un des fondateurs de la marque Bell & Ross. Merci à toi de nous accueillir dans ton Antre. dans ton antre. Aujourd'hui, on va parler de la marque dans son ensemble. On Ouais. fera aussi des focus sur les modèles les plus iconiques, sur ce qui est sorti précédemment aussi à Watches & Wonders. Et j'ai beaucoup de questions à te poser. Mais la toute première, c'est comment est venue l'idée de créer la marque Bell & Ross? Alors, bienvenue Clément. Comment c'est venu? Tout simplement, c'est ce qui fait que tu es là ici. La passion, l'intérêt pour les montres. C'est-à-dire que, au fond, quand on était, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai reçu mes premières, à travers mon grand-père, des premières belles montres. Je me suis intéressé à la montre. Et Bruno, qui est un ami d'enfance, donc le Bell de Bell & Ross, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, lui aussi s'intéressant à la montre, lui plus années 70, 80, moi plus classique. Et donc on est amis d'enfance, on se passionne pour les montres, lui ayant fait une école de design, enfin la première école de design française, donc l'ENSI. Et moi, la partie business, et on a la chance de rencontrer quelqu'un. Bruno commence à travailler pour la société SIN en tant que designer, et Monsieur Helmut Sin, qui voit en nous sans doute des espèces de fils spirituels, nous met le pied à l'étrier et nous permet d'accomplir notre rêve, c'est-à-dire d'avoir notre première collection. Donc Bruno, qui est un talent de dessinateur, il travaille. On a pris 2 ans pour préparer notre lancement. Et c'est ce que j'appelle la combinaison des compétences qui fait que tu commences avec une première collection qui est, au fond, quand on a commencé, on ne se rendait pas forcément compte de la chance qu'on avait eue d'avoir un niveau technique qui était vraiment au top niveau. Mais on a commencé vraiment avec une collection qui était extraordinaire, tant par son design que par la force technique. Et donc, du coup, après, je dirais, le début a été, en fait, relativement facile. Parce que bon produit, bonne compétence et bien pensé. J'ai vu, bon, même si tu viens d'en parler, mais au début c'était SIN. Mais qu'est-ce que vous a apporté la marque pour le lancement du coup de Bell & Ross? Tout simplement, quand on a commencé avec le prix. On n'avait pas de capital. Et donc, il fallait produire, il fallait avoir la capacité, l'unité de production, la capacité à fabriquer. Et Monsieur Helmut Sin nous a permis d'avoir cette capacité de fabrication, et en plus à un très haut niveau. C'est-à-dire que lui, il était spécialisé dans l'instrumentation tout ce qui est... lui, c'est un ancien pilote, c'était un ancien pilote parce qu'aujourd'hui, il est décédé, mais il avait donc cette unité de production, et il nous a produit nos premières montres, notre première collection. Donc en fait, ça a été la capacité à fabriquer selon, je dirais, l'imagination et, je dirais, les capacités qu'on avait financières. Selon les premiers dessins de Bruno, et puis peu à peu on a réussi à évoluer, à avoir de plus en plus de capacités de faire des designs de plus en plus surprenants, avoir une autonomie financière, et donc là en fait c'est démarrer avec un acquis industriel que nous n'avions pas, et après la quête de l'autonomie, qui est une quête infinie, mais la maîtrise technique, la maîtrise, je dirais, de l'outil de production. Au centre de Bell & Ross, il y a cette esperluette qui est un joli, c'est joli comme logo, mais non seulement c'est joli, cette esperluette cerclée, pour nous, ça symbolise ce qu'on appelle l'union des compétences. L'union des compétences entre le design, l'ingénieur, le maître horloger et l'utilisateur professionnel. Et c'est cette combinaison
qui est un peu magique, qui est un peu unique chez Belen Ross, parce qu'en fait, on écoute les 4 talents, les 4 compétences, et dès le départ, grâce à Sim, on a pu avoir certaines des compétences qui nous manquaient, c'est-à-dire l'outil industriel qui permet de réaliser, de passer de la passion et du design horloger à la réalisation technique de la montre. Et quelle était la vision initiale? S'il y en avait une, ou si c'est venu au fur et à mesure? On parle d'il y a plus de 30 ans. Le paysage horloger n'avait rien à voir. Ça, c'est clair. Nous, on se passionnait pour les montres professionnelles, les montres militaires, les montres, ce qu'on pourrait aujourd'hui classifier en partie dans les tool watch, mais qui va au-delà. C'est-à-dire, c'est les montres qui sont sportives et qui vont loin dans l'aspect sportif, c'est-à-dire qui touchent le domaine professionnel. Bon. Et dès le départ, on était inspiré par ces montres professionnelles. Alors, évidemment, l'univers de l'aviation, prédominant, parce que c'est ce qui est le plus inspirant. Je sais pas si est-ce que tu as vu un film qui s'appelle L'étoffe des héros? Le nom me parle. L'étoffe des héros, c'est The Right Stuff, c'est la quête de, je dirais, après des missions spatiales, mais avant les missions spatiales, c'est dans ces avions un peu proto, arriver à passer le mur du son. Et c'est l'histoire de Chuck Yeager. Et donc c'est ce genre d'épopée héroïque qui nous inspirait. C'est toute cette quête héroïque, professionnelle, qui nous inspirait. Alors, univers de l'aviation, mais le ciel, la terre, la mer, parce que dès le départ aussi, les montres diver nous ont inspirés, les montres je dirais, terrestres et inspirées par l'univers de la voiture. Donc tout ce qui était univers professionnel. Donc dès le départ, on était quand même très focus et inspiré par notamment ce tableau de bord qui a inspiré au départ le graphisme. Donc on avait une vision qui était assez claire du type de montre qui nous intéressait. Et puis après, on a réussi à garder notre focus, mais tout en faisant, tout en laissant la force de la créativité de Bruno s'exprimer. C'est vrai qu'on connaît la marque par son design emblématique qui est la montre carrée avec les 4 vis. Mais comment est venue l'idée de ce produit, mais de cette forme et de ces 4 vis, mais particulièrement? La force, la magie de la belle création. Alors, dès le départ, l'instrument de bord que tu as vu l'avion exposé, ou le cockpit qui est toujours un peu chez Belen Ross présent. On était inspiré par le cockpit pour faire des cadrans, donc montre ronde, mais cadran toujours inspiré du cockpit. Donc ce cadran iconique, il était toujours présent. Et puis il y a un peu plus de 20 ans, à un moment, on se rend compte, on se dit, c'est bien d'être inspiré par le cockpit, mais au fond, les montres militaires, des marques qui sont inspirées par l'univers de l'aviation, on n'est pas les seuls, il y en a quand même beaucoup. Quand tu es dans l'univers de la montre ronde, ce qu'on a très très bien aussi travaillé à travers toutes les vintage, il y a beaucoup de concurrence. Et à un moment, moi je posais la question à Bruno, je dis, mais quel est l'objet, au fond, le plus petit dénominateur commun de tout ce qu'on fait? C'était l'horloge de bord qu'il y a dans le cockpit. Et je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et plutôt que de s'inspirer de cet objet qui est très fort, mais juste pour le cadran, s'en inspirer pour faire une montre? Il a relevé le défi, il a passé. Alors, quand tu vois les premiers prototypes, c'est étonnant parce que une horloge de bord, c'est gros comme ça, donc c'est importable. Et puis voilà, tu travailles l'ergonomie, etc. Et puis tu passes du cockpit et t'en fais une montre de poignet. Et quand tu prends nos premières BR01, ça fait 46 mm, donc on a réduit par rapport à une véritable horloge de bord, mais c'est quand même très gros. Et puis de 46 mm, on est passé à 42 mm.
pour la 03, très rapidement, au bout d'un an, et puis voilà. Mais donc, ce que je veux dire par rapport à ta question initiale, c'est l'inspiration d'un objet iconique qui, finalement, qui était quelque chose qui, dès le départ, était un objet fondamental chez Bell & Ross, et à un moment, tu es plus direct, plutôt que de le faire à travers le cadran. Non, on prend l'objet, l'instrument de bord, l'horloge de bord qui est dans le cockpit, directement sur le poignet. Et ça, ce saut, il a été fait il y a 20 ans, et ça a été la prouesse du design de Bruno, et de le faire sur, au fond, un design simple, intemporel, pas de superflu. Donc ça, attention, la philosophie du design chez Bell & Ross, et notamment qui inspire Bruno, c'est le design fonctionnaliste. Et donc, c'est pas d'esbrouf, pas de superflu, on va droit à l'essentiel. Et donc, dès le départ, cette montre, pourquoi elle dure depuis plus de 20 ans? Parce qu'elle a ce pouvoir de la simplicité, c'est-à-dire que l'inspiration elle est très forte. Alors, il y a eu plein de témoignages, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, plein de gens qui sont des gens clés dans l'univers de la montre, des journalistes, des historiens, qui ont dit, bah oui, il y a 20 ans, quand cette montre est apparue, c'était très surprenant, parce qu'on n'avait jamais vu un rond dans un carré avec 4 vis. Enfin si, dans le cockpit, les gens qui pilotaient des avions, ils avaient vu, mais jamais en montre. Et là, ça a été un choc esthétique. Et donc, après, l'autre force du design chez Bell & Ross, ça a été d'avoir non seulement cette simplicité, cette force initiale, mais après, de garder cette constante, cette puissance, mais de le faire évoluer pour avoir plus de 200 itérations qui font que tu ne te lasses pas, qu'à chaque fois, le design chez Bell & Ross arrive à surprendre avec cohérence et différence. Et ça, je pense que c'est un principe qui est très fort d'un point de vue design. C'est une idée initiale très forte, très puissante, qui est vraiment qui correspond à l'âme. On capte l'âme aéronautique. Et puis après, on fait évoluer le design pour faire qu'on ne se lasse pas et que ça devient peut-être une icône. C'est vrai qu'on reconnaît la marque par ce design qui est emblématique et qui est la signature. Lors du lancement de la marque, ou même lors du lancement du tout premier modèle, est-ce que tu as vu des difficultés ou quelconque difficulté, que ce soit peut-être journaliste, peut-être détaillant, peut-être autre, lors du lancement? C'est le principe de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'imagine que toi aussi tu connaissais tout entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu relèves tous les jours une succession de difficultés, de challenges, etc. Certains que tu pouvais imaginer et d'autres que tu n'imagines pas, parce que le monde bouge et qu'il y a des choses que tu as du mal à anticiper. Donc oui, c'est le principe de l'entrepreneuriat, mais je pense que dans le principe de l'entrepreneuriat, le fait d'avoir une idée claire au départ, d'avoir un cap, te permet quand tu as de la résilience, de t'adapter aux circonstances, mais sans dévier de ton projet initial. Et je pense que ça a été quelque chose. C'est-à-dire qu'on a passé du temps, on a passé plus de 2 ans à peaufiner le projet avant de se lancer. Et ça paraît, c'est beaucoup 2 ans pour se préparer, mais ça c'est ce qui permet d'avoir des bons fondamentaux. Et après, comme je te disais, en tant qu'entrepreneur, tu t'adaptes en permanence. Et comment a réagi la presse? La presse. Alors, c'est drôle parce que on était juste 2, plus l'aide d'Helmut-Sinn, etc., qui avait un atelier, une fabrique, mais quelque part, en tant que Bell & Ross, on était 2 jeunes passionnés. Et dès le départ, on nous a vus comme une très grande maison.
tout de suite, enfin, c'est-à-dire que, oui, comme une grande maison. Est-ce que c'était lié à Sin, tu penses? Oui, par l'aspect technique, mais pas que. On est bien né. La marque est bien née. On a pris du temps avant de se lancer. Ça a été bien pensé. Les principes du design, quand on parle de lisibilité, de précision, de fonctionnalité, de fiabilité, tous ces principes-là qui font qu'on établit des codes de design qui sont très clairs, qui font que les fondamentaux de marque sont forts. Ça a fait que ça, allié à la très bonne maîtrise technique grâce à Sin, et puis le fait que aussi qu'on a voulu tout de suite faire de l'international, mais bien choisi, à travailler avec des bons détaillants, a fait que tout de suite la presse nous a perçu, enfin la presse et d'ailleurs les détaillants, les points de vente, ou les passionnés nous ont capté, nous ont perçu comme vraiment une très belle marque ayant ses lettres de noblesse. Parce que les fondements étaient solides. Et donc, et parce que la technique était très bonne. Donc, dès le départ, on a eu cette solidité. Et après, eh bien, on s'est renforcé, on a, je dirais, acquis de l'autonomie, on a renforcé, parce que finalement, l'aspect technique et l'aspect horloger, tu travailles toujours ton métier, enfin, il n'y a pas de limite, hein, mais oui, dès le départ, c'était bien vu, techniquement, c'était solide. Et quel était le business plan de départ et est-ce qu'au lancement, est-ce qu'après les années suivantes, ouais. Est-ce que c'était toujours le même business plan ou est-ce qu'il avait évolué? Alors, le business plan, ça te permet juste, au fond, d'avoir une idée économique, mais finalement, la réalité de ton business ne correspond jamais au business plan, parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer selon les aléas. Nous, au départ, toute petite structure, je dirais soutenue par quelqu'un qui maîtrise l'aspect technique, mais donc très peu de coûts, insignifiants. En plus, on était jeunes, on n'avait pas de contraintes, on n'avait pas, c'était très simple. Et ce qui est étonnant par rapport au business plan initial, c'est qu'on a eu une demande qui était explosive par rapport à notre capacité de production, même par rapport à notre business plan. C'est-à-dire c'était bien au-delà. Tout de suite, on était deux, tout de suite, on a été perçus comme une très grosse marque. On nous a associés. Moi, je me souviens, tous les points de vente qui nous ont pris, tous, mais ils avaient tous au minimum du Rolex, et généralement c'était du Audemars, du Patek, du Vacheron, les plus belles marques qui soient. Et parce qu'on a tout de suite touché des détaillants qui s'y connaissaient, qui s'intéressaient à la belle montre et qui tout de suite ont capté l'intérêt du produit. Et ils ont compris que c'était de la belle montre. Et d'un point de vue journalistique, d'un point de vue des médias, tout de suite, je me souviens, toutes les plus grandes publications nous ont perçus exactement de la même façon. Donc, je dirais, la difficulté, c'était la problématique inversée, c'est-à-dire qu'on nous percevait comme, je dirais, une marque qui avait des moyens infinis, alors que c'était deux jeunes passionnés qui se lançaient dans l'aventure en ayant des atouts, en ayant des convictions et en étant bien armés techniquement, mais ne serait-ce que le suivi de la production, tu vois, pouvoir répondre à la demande. Au départ, c'était très compliqué. Donc le business plan, il a été largement dépassé par rapport à nos espérances. Et après, il a fallu renforcer la structure, se constituer des équipes, etc. Et comme en plus, dès le départ, on a eu une optique internationale, pas franco-français,
Et ça a été à mon avis très utile, une bonne intuition dès le départ. Mais après, faut s'établir à l'international, donc ça c'est compliqué. Et donc c'est se renforcer au départ à travers des distributeurs, des agents, etc. Et puis peu à peu, tu évolues et tu crées des filiales. Mais oui, on a mis du temps pour structurer. Allez, si je devais résumer, au départ, par rapport au business plan, on n'imaginait pas que ça pouvait aller aussi vite et avec autant de demandes par rapport, au fond, à un segment, une passion qui est la nôtre, les montres professionnelles. Mais comment vous avez fait pour gérer cette demande qui était si forte? Ben, on n'a pas répondu à la demande. Parce que mais tu me disais que... On n'a pas répondu. On n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'on a créé beaucoup de frustration. C'est-à-dire que, moi je me souviens, il y avait des modèles où on pouvait répondre qu'à 10% de la demande. Encore en faisant des efforts, parce que tout simplement, par exemple, tu n'as pas les finances pour financer le stock, donc tu peux pas répondre. Je me souviens tout de suite, il y avait des demandes partout dans le monde et on ne pouvait pas faire face à cette demande. Donc on y est allé peu à peu, mais effectivement, au départ, on était au summum du luxe parce que top niveau technique et gestion de la demande, gestion de la pénurie, c'était délirant. C'est-à-dire que la demande, elle était là-haut au plafond, et nous, on pouvait produire, on y allait, mais voilà, il fallait produire en maîtrisant la qualité. Tu ne peux pas, dans l'horlogerie, tu ne peux pas faire des bons comme ça nécessite du temps. Donc oui, ça a pris du temps de pouvoir répondre à la demande. On ne pouvait pas répondre tout de suite à la demande, mais c'est pas grave du moment que effectivement tu fais des bons produits et que tu ne dérives pas. Parce que la marque a pris très vite en une très grosse ampleur. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un levier stratégique sur lesquels tu as joué pour atteindre justement cette demande? Alors oui, bien sûr. Plusieurs choses. Au départ, on part comme ça. Je dirais, c'est un peu le rêve fou, l'aventure de jeunes qui sont passionnés. Ensuite, on a commencé à structurer lorsque Chanel est rentré dans le capital. Donc là, ça commence à poser financièrement, ça permet de s'établir. Ensuite, il y a l'aspect industriel où tu commences à asseoir ton équilibre industriel, maîtriser la partie de la fabrication. Ensuite, il y a toute la distribution. On a dû maîtriser la distribution. Et puis, je dirais, le moment, au fond, parce que c'est compliqué de tout aligner quand tu démarres. Il te manque toujours, quand tu as les produits, tu n'as pas l'aspect financier. Quand tu as l'aspect financier, tu n'as pas toute la distribution, ou tu n'as pas les équipes, bref. Tu as du mal à tout avoir en même temps en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, on a complété en prenant notre temps. Et puis, je dirais par rapport à ce que je décris, c'est-à-dire le départ, l'aventure, ensuite la structuration de la société d'un point de vue financier, d'un point de vue industriel. Et puis, à un moment, il y a eu l'apparition de cette montre, il y a 20 ans, de cette montre iconique. Et ça a été un moment clé, parce que, au fond, c'est le moment où Bell & Ross dit, ben voilà, l'âme de Bell & Ross, c'est ce rond dans ce carré, voilà comment on est distinctif, parce que sinon, après, tu as les jeux aussi de la concurrence qui font que dès qu'on a des bonnes idées, ah bah oui, mais ça va très vite dans ce milieu-là, et c'est repris assez facilement. Et c'est vrai que le talent de Bruno, c'est d'être assez créateur de tendance sur pas mal de choses. Et une fois qu'on a eu cette montre iconique, là, ça y est, on a commencé à poser les choses. Et puis après, il y a eu cette deuxième icône qui est venue, la montre urbaine, la sophistication, le côté plus, je dirais plus ville,
off-road, on-road, le côté professionnel ou civil, le côté la campagne ou la ville. Et donc, on a réussi à passer de ce modèle iconique et très typé aviation militaire à quelque chose de plus civil, mais en gardant toujours cette force du rond dans le carré avec les 4 vis. Donc ça a été les différentes étapes, et avec, en leitmotiv, qui reste toujours dans notre parcours, la sophistication horlogère, l'élévation technique. Je pense que c'est cette combinaison, le design et la technique, avec les éléments qui font que tu maîtrises la destinée de la marque. Donc c'est les gens, les filiales, la maîtrise industrielle, pour faire que dans une marque de luxe, dans une marque de montres, c'est quoi les fondements? Le produit. Numéro 1, le produit. À un moment, tu portes une montre et la qualité du produit. L'image, la distribution et le service. Et donc, il faut arriver à avoir les 4. Et la difficulté, c'est de faire que les 4 se développent au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu développes la production, mais il faut que le service, par exemple, avoir des antennes du service après-vente dans les différents pays. Sinon, t'as beau faire, tu fais une belle croissance, mais à un moment, si tu n'as pas un bon service, ça ne va pas. Si tu n'as pas une bonne distribution, si tu n'as pas une bonne image. Et donc, ce sont ces 4 fondamentaux. Et c'est là où, quand tu fabriques un produit physique, tu es obligé de prendre ton temps. Parce qu'en plus, il y a des cycles industriels qui font que tu ne peux pas y aller comme ça. Tu prends ton temps pour peaufiner. Et quel est le principal marché de Bell & Ross ? Alors là-dessus, on est assez équilibré. C'est-à-dire que nous, donc, comme je te le disais, dès le départ, on a voulu que la marque soit internationale. Plus petit, mais je me souviens tout de suite, on venait dès la première année, bien sûr la France, mais tout de suite les États-Unis, l'Asie, le Japon. On a eu tout de suite quelqu'un qui était un des plus grands collectionneurs qui était dans les médias, mais qui était un des plus grands collectionneurs de montres militaires, qui s'est intéressé, l'île de Gaulle, enfin bref, très rapidement, le reste de l'Asie, etc. Tout de suite, on a eu des antennes avec des gens top niveau, au niveau de la distribution, des détaillants vraiment top niveau. Et donc, cet aspect international, on l'a développé au fur et à mesure. Et on a essayé d'être bien équilibré. Donc, Europe, c'est notre base. Donc, ne pas toujours être fort en Europe. Asie, évidemment, c'est là où il y a le plus de croissance. Enfin, et encore, parce qu'aux États-Unis aussi, tu peux avoir de la croissance. Alors bon, il peut y avoir des aléas qui font qu'il faut rester vigilant, mais non, on est assez équilibré entre Amérique, Asie, Europe. C'est évidemment ces dernières années, le marché qui tire sans doute le plus, c'est l'Asie. Là, par exemple, depuis plusieurs années, on s'est très très bien développé au Japon. On a un international pas mal de boutiques, et au Japon, par exemple, il y a 3 boutiques. Ça s'est fait assez rapidement et ça marche très très bien. Donc, on est assez équilibré pour, je dirais, avoir une marque internationale avec donc. Après, tu as évidemment les aléas économiques de chaque marché, parce que voilà, tu as des marchés où la situation économique est plus ou moins compliquée, mais le fait d'être présent à l'international te permet d'avoir un bon équilibre. Et est-ce qu'il y a eu un ralentissement de la Chine ces dernières années ? Mais j'ai entendu dire que... Alors, moi j'ai entendu dire aussi, nous, on a toujours été très prudents sur la Chine. Donc ça n'a jamais été un très très gros marché pour nous, on n'est pas surexposé sur la Chine. Donc du coup,
Même l'année dernière, on n'a pas eu de baisse du marché chinois parce qu'on est encore petit sur le marché chinois. Donc c'est ce qui explique cela. Hein. On n'a pas fait ça. On a une croissance qui est régulière sur un marché qui se développe. On a semé, on a 3 boutiques en Chine, on a une quinzaine de shop-in-shop par ailleurs. Donc c'est un marché qui est en développement pour nous, mais on n'est pas surexposé. Et on est présent sur quasiment tous les marchés asiatiques, parce qu'on parle de la Chine, mais au fond, en Asie, rien que l'Asie du Sud-Est, à travers Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, qui est un excellent marché pour nous, on est très très fort en Malaisie. On a vraiment, parce que la marque a été bien introduite, dès le départ en Malaisie, c'est un marché qui est clé pour nous. La Thaïlande, le Vietnam, après en Asie du Nord, on s'est bien développé à Taïwan, à Hong Kong, etc. Donc on a couvert tous les marchés asiatiques. Et cette diversité géographique, c'est quelque chose qui nous a aidés. Je dirais quand il y a une instabilité du monde, voilà, le fait d'être réparti sur l'ensemble des pays fait que tu as des pays qui marchent moins bien parce qu'il y a des crises économiques, et puis tu en as d'autres qui arrivent un peu à rattraper. Bon, parfois tu as des périodes où, je dirais, c'est l'ensemble du monde qui va moins bien. Mais voilà, la diversité géographique nous a aidés. Et comment vous avez fait pour faire perdurer la marque à travers les années, qui est, à mon sens, le plus difficile? C'est vrai, c'est ce qui est le plus dur. Rester fidèle à l'idée de base, bien connaître ton cap, bien connaître tes fondamentaux, se renouveler, t'adapter. T'adapter aux circonstances. On se souvient tous, voilà, le Covid arrive il y a 5 ans. Tu t'adaptes. De toute façon, tu n'as pas le choix. Hein, tu vas pas dire non, nous, on va garder nos magasins ouverts, on n'est pas d'accord avec. Non. Alors on avait la chance, on fait partie de ceux qui ont lancé. On a été la première belle marque de montres à avoir une e-boutique. Oui, je me souviens. Vraiment la toute première, il y a plus de 15 ans maintenant. Donc la capacité d'adaptation, et puis le fait qu'on soit deux et qu'on soit bien entouré. Enfin, on est deux, donc on est très complémentaires. On a, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu t'entends bien avec tes associés, avec ton associé principal, opérationnel, ça permet de supporter je dirais des choses qui sont imprévisibles. Et puis, voilà, la résilience, s'adapter à des... Il y a des choses que tu maîtrises, l'avenir de ta marque, les fondamentaux, les valeurs, ce qui fait qu'on reconnaît la marque. Puis il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Décision des droits de douane aux États-Unis, on ne maîtrise pas trop. Donc on écoute et on s'adapte. Les taux de change, on s'adapte. La destinée de la marque, non, là tu gardes ton cap. Là, tu fais pas de concessions, ça tu maîtrises et tu essayes d'être le plus clair possible et déjà donner un message simple, un message clair dans un monde quand même qui est compliqué. Et puis le reste, ce que tu maîtrises pas, tu fais avec. Tu t'adaptes la voilure, tu t'adaptes aux circonstances, tout simplement. D'un point de vue géographique, d'un point de vue de la façon dont tu commerces. On parlait du Covid. Je me souviens, pendant plusieurs... Enfin, il y a eu toute une période où il n'y avait plus de salon, il n'y avait plus...
tu t'adaptes. Hein. Comment on a tous fait, on faisait tous en ligne, par Teams, on échangeait, et ça nous a pas empêché de pas faire de concessions sur l'essentiel. Et du coup, pour l'ensemble des équipes, tu te dis, ah oui, il y a un cap. Voilà, je pense que c'est ce qui nous a aidé à bien tenir. C'est cette alliance entre des choses sur lesquelles tu ne cèdes pas parce que c'est l'essentiel, ce sont les valeurs, et d'autres sur lesquelles tu t'adaptes. La marque commence à ouvrir des boutiques en propre. Oui. Pourquoi cette décision? Alors, ça a commencé il y a longtemps maintenant. Première boutique, un peu avant 2010. On l'a inauguré en 2010, donc ça avait été créé un peu avant. Mais c'est celle Singapour. Singapour. Okay. Toute première, Singapour. Tout simplement, Bell & Ross est une marque qui a un univers de marque. On a une inspiration qui est claire. On a un design qui est clair. Et à partir de cet univers de marque, il s'exprime dans les montres, il s'exprime dans le catalogue, il s'exprime dans la PLV. Mais après, si tu t'intéresses au design un peu plus globalement, il s'exprime d'un point de vue architectural. Quand tu es venu à Watches and Wonders et que tu vois notre stand tout de suite, tu as un univers de marque qui est très clair. Tu rentres, tu comprends la marque. Et donc, les boutiques, ça correspond à ça. C'est-à-dire que c'est exprimé d'un point de vue architectural l'âme de la marque, ce qu'est la marque, son design, et que tu rentres dans la boutique et tout de suite tu te dis « Ah je comprends, ça c'est notre univers de marque, ça c'est l'univers de marque Bell & Ross ». Et donc on a commencé en 2010 et puis donc aujourd'hui il y a plus de 25 boutiques dans le monde. Et sans parler des shop-in-shop qui sont des espèces de mini-boutiques. Tu vois, par exemple, le Japon, on n'a que des shop-in-shop. Il n'y a que ça. Il y a des marchés en Asie, il n'y a quasiment que des shop-in-shop. Enfin, tu as des boutiques et tu n'as que des shop-in-shop. C'est-à-dire des espèces de mini-boutiques au sein de boutiques, des espèces de mini-boutiques. Au sein de malls, quoi. Au sein de malls ou même au sein de boutiques multimarques où tu fais ton univers, où tu fais une espèce de mini-boutique au sein d'une boutique multimarque. Et ça, c'est formidable parce que ça permet d'exprimer l'univers de la marque au sein que ce soit au sein d'une boutique monomarque ou d'une boutique multimarque, peu importe, mais tu exprimes, c'est-à-dire que tu rentres dans un endroit et tu as l'univers de la marque exprimé d'un point de vue architectural. Parce que la montre est un petit objet, donc nous, nos montres sont très identifiées, oui. C'est clair, mais rentrer dans une boutique Bell & Ross, c'est tout de suite capter l'univers de la marque en grand. Et c'est ce qui fait qu'on a développé les boutiques. Alors, on y est allé. Ce sont des ambassades, hein, c'est-à-dire que pour nous, le wholesale, les points de vente multimarques, c'est l'essentiel parce qu'on pense que ce sont des partenaires qui sont formidables et que Bell & Ross on souhaite se développer via le wholesale, mais avoir des ambassades, avoir des boutiques qui complètent et qui permettent pour le passionné de voir d'un coup d'œil tout l'univers de marque, c'est un très bon complément. Et d'ailleurs, généralement, ça fait vraiment du bien au marché, à l'ensemble du marché. Et avec l'arrivée de la vente en ligne, ouais. La marque faisait partie des premières à avoir mis son e-shop. Est-ce que tu as vu un changement au niveau de la consommation, au niveau des clients? Est-ce que tu as vu plus de ventes en ligne qu'avant? Alors, nous, dès le départ, on l'a fait. Je me souviens, c'était... voilà.
première grande crise, 2008-2009. Le monde ne va pas bien, les détaillants prennent peur, etc. Et nous, on a toujours de la demande, il y a des amateurs de la marque. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer la e-boutique. Parce qu'il y avait de la demande, parce qu'il y avait des discussions sur les forums. Donc, on a démarré juste après cette crise. Au fond, ça a été, dès le départ, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que ça s'est développé, le e-business s'est développé, alors notamment pendant toute la crise du Covid, mais là même récemment, c'est quelque chose qui... Les habitudes de consommation ont fait que quand tu as un produit qui te plaît, tu peux avoir le réflexe de l'acheter. Et surtout, notamment quand ce sont des séries limitées. Là, par exemple, on a sorti une montre, l'Astro, qui a été très surprenante. Les gens ne s'y attendaient pas. Celle avec toutes ces constellations qui te donnent l'heure. Bon, dès qu'on l'a sortie, c'était incroyable. Tu voyais sur la e-boutique, boum, 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 notamment aux États-Unis où ils ont une pratique de la e-boutique, du e-business qui est assez courante. Et c'était vraiment impressionnant. Donc oui, ça complète bien. Mais les États-Unis a plus ce pouvoir, mais de commander en ligne plus facilement que les autres marchés. Oui. C'est un des marchés où il y a le moins de réticence. C'est assez facile. Mais de toute façon, je dirais le website et tous ces outils digitaux sont devenus clés pour ne serait-ce que connaître, comprendre la marque. Après, peu importe que tu ailles en boutique physique, multimarque, peu importe. Mais aujourd'hui, l'outil de connaissance pour connaître un nouveau produit, c'est ton téléphone portable, c'est ton écran, c'est l'outil digital. Et donc la e-boutique fait partie, ne serait-ce que pour donner des informations, que ce soit en termes de produits, en termes de prix, en termes de disponibilité, etc. C'est devenu essentiel. Après, peu importe la transformation. Et comment expliques-tu un tel succès à l'international ? Parce que dès le départ, on a voulu... Déjà, le nom de la marque se prononce facilement. Bell & Ross, ça se prononce partout. Enfin, un Américain, il n'a pas de difficulté à prononcer le nom de Bell & Ross et ça lui parle. Donc, dès le départ, le nom international et une volonté de rayonner à l'international. Et puis après, on l'a entretenu. C'est-à-dire qu'on a donc, partant de cette volonté internationale, on a poussé l'international en ayant de plus en plus, par exemple, des filiales à l'étranger, dans les différents pays, où on établit, où du coup on maîtrise la destinée de la marque, en créant des filiales. Aujourd'hui, on a 14 filiales. Donc on maîtrise notre destinée dans tous ces pays. Il y a des filiales qui rayonnent sur plusieurs pays à la fois. Tu vois, par exemple, quand je prends notre filiale américaine, c'est la totalité. Alors bon, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais c'est la totalité du continent américain, que ce soit l'Amérique centrale, du Sud, le Canada, etc., et l'Amérique du Nord. Bon, alors maintenant on essaie de voir sur quel pied danser, mais ça permet de rayonner sur l'ensemble du continent américain. Et puis la deuxième raison qui fait peut-être l'aspect international, donc cette volonté de conquérir l'international, et deuxièmement, avoir des produits et des montres qui sont finalement faites par rapport à la vision de la marque et non pas spécifiques à un marché. On ne s'est jamais dit « Ah bah tiens, on va faire des montres, nos montres vont être juste pour les Chinois et tant pis pour les Français ». On ne s'est jamais dit ça. Nos montres, elles sont universelles. C'est des Bell & Ross avant tout, pensées par rapport à des principes. Et donc, après, les marchés, ils s'adaptent plus ou moins. Enfin, ils sont plus ou moins... Tu vois, par exemple, une des contraintes pour l'international, c'est la taille.
Oui. selon Le pays. l'ergonomie, la taille des individus. Si tu n'as qu'une seule taille, tu as moins d'adaptabilité. Quand tu as plusieurs tailles, tu peux t'adapter à différentes tailles de poignets. Ça, c'est quelque chose qui nous a aidés à l'international, mais en ayant un message clair et une identité de marque. Et comment tu vois l'avenir de la marque d'ici 5 ans, 10 ans? Écoute, moi je pense que c'est rester fidèle à ses fondamentaux, c'est-à-dire c'est bien sûr continuer à développer l'international parce qu'il y a encore une marge de progression qui est colossale sur plein de pays, des pays asiatiques, les États-Unis aussi, ou même par exemple le Middle East. On peut, Oui. voilà, on a une capacité à se développer. Tout en restant très fidèle à ce qu'on est. Aussi le marché féminin, là on vient de sortir une 36 mm qui est autant, enfin qui peut être pour hommes et pour femmes, parce que c'est une montre qui est finalement qui est universelle, qui est unisexe, mais c'est une taille qui permet de toucher les femmes. On avait des femmes qui la trouvaient très bien, la 0,5, mais d'un point de vue ergonomique, notamment pour certains poignets très fins, c'est pas évident. Et donc le fait d'avoir une 36 mm permet d'avoir une taille complémentaire. On avait 40, 41, 42. Maintenant, on a 36. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aidés qui te permet de t'accompagner pour les années suivantes, c'est-à-dire développement international, développement je dirais, faire plus connaître la marque sur toute une série de pays, et puis aussi l'univers de la FAMS, et puis sans parler, alors l'autre axe, enfin finalement l'axe principal, c'est ce que je disais initialement, la sophistication technique, c'est-à-dire que au fond, nous, notre stratégie, elle est aujourd'hui, c'est clair. Tu as deux icônes. Une icône urbaine, une icône professionnelle. Deux designs qui ont des similitudes, mais qui sont quand même dans deux champs un peu différents. Et après, tu sophistiques d'un point de vue technique, le mécanisme, le squelettage, le mouvement manufacture, des réserves de marche de 3 jours, etc. Tu rends de plus en plus sophistiqué techniquement d'un point de vue horloger, et ça se voit. C'est-à-dire que sur un mouvement squelette, quand tu as des ponts en X qui sont dessinés, etc., c'est tout de suite c'est un mélange de design très spécifique avec un caractère horloger qui parle tout de suite à l'amateur de montre. Le mouvement manufacture sur la X5, c'est quelque chose qui a tout de suite parlé aux amateurs de belle horlogerie. On sait qu'une réserve de marche de 70 heures qui est COSCE, donc le certificat suisse de chronométrie, avec une garantie 5 ans et avec une grande date, c'est une sophistication. Et sans parler des grosses complications qu'on a pu faire. Et puis l'aspect multimatériaux. On a travaillé les matériaux. C'est-à-dire que quand tu prends une X5 ou certains modèles sophistiqués, ce sont des constructions où tu mélanges des matériaux. La construction du boîtier nous permet d'avoir toute une série de matériaux, donc évidemment la céramique, le titane, également des matériaux où on a innové. Quand on prend ce qu'on appelle nous le LM3D, on est les premiers parce que pour l'instant on est les seuls à le faire. On s'intéresse à la luminescence. On a travaillé le sujet, la luminescence, c'est être lisible de jour comme de nuit, c'est un critère fondamental chez Bell & Ross. Bon. Alors le cadran, les aiguilles, très bien, ça on l'a énormément travaillé. Et puis on a sorti il y a quelque temps la X5 Lume avec le LM3D. Donc là c'est la totalité du boîtier qui est luminescent. Ça, c'est une innovation technique qu'on a développée et qui permet de dire, chez Bell & Ross, tu as non seulement un design, une sophistication du mécanisme et des matériaux qui sont innovants. Et ça, cette combinaison, c'est ce qui donne aussi un axe du futur. C'est-à-dire qu'une évolution technique qui fait que tu peux aller très très loin dans celui qui aime vraiment la technique horlogère.
On connaît aussi la marque par ses éditions limitées. Oui. Quelle est celle dont tu as rêvé et que tu n'as pas pu faire? Enfin, s'il y en a une que tu n'as pas pu faire. On n'a pas encore pu faire, c'est la prochaine. Non, mais non, on a eu la chance de rencontrer quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des sophistications techniques juste histoire de se faire plaisir, mais qui n'avaient pas de sens pour nous. Donc il y a des complications techniques où on se dit bon, c'est pas trop pour nous. En revanche, par exemple, on a toujours bien travaillé la lisibilité, l'art de la précision. Donc on a fait des très très belles choses d'un point de vue de la sophistication technique ou des belles collabs. Après, j'en sais rien. Moi, je pourrais te dire la montre qui rend heureux, mais ça passe par quoi? C'est plus compliqué comme. Et celle dont tu as été le plus fier? Ah, ça c'est une question compliquée parce que finalement, non, il y en a plein. On a eu des prouesses techniques, le record d'étanchéité mondiale à travers l'Hydromax, des sophistications horlogères, moi je dirais une chose qui quand même fait qu'on est content, c'est se rendre compte que non seulement on est créateur de tendance, je pense, mais en plus on a réussi à faire un design qui dure et qui fait que nos confrères, nos pairs nous respectent. Tous ces Suisses qui font de la très belle horlogerie, on est reconnu parmi les Suisses. Des grands horlogers, que ce soit ce qu'on appelle des marques indépendantes ou des très grosses, nous respectent énormément par cette combinaison du design et de la technique. Et ça fait plaisir. Et c'est vrai, on a un design qui dure, c'est pas de la mode, quoi. C'est pas ah bah oui, c'est sympa, et puis après, non. On a réussi à faire que ça s'inscrit dans le temps. Donc ça, c'est une véritable satisfaction. Et cette respectabilité de la part de grands horlogers, qui soient indépendants ou qui soient des grands groupes, c'est une vraie satisfaction. Mais ça, je dirais, c'est les fondements initiaux. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir une clarté de marque et de pas être parti dans tous les sens, d'avoir suivi ton chemin, c'est ce qui fait que il y a du sérieux, il y a une rigueur, derrière tout ça qui donne une satisfaction. Tu vois, que ce soit dans le domaine des médias ou que ce soit dans le domaine des détaillants, il nous arrive jamais d'être confronté à « Ah bah je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, d'où ça sort ?» On n'a jamais cette problématique, alors que peut-être que d'autres marques peuvent... Enfin, il y a d'autres choses qui sont plus gratuites, où tu te dis « Bon, c'est joli, c'est pas joli, mais pourquoi ?» Chez Bell & Ross, tu n'as pas cette problématique. Il y a une patte, il y a une signature. Et dans un monde qui évolue beaucoup avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment tu vois l'avenir de la marque et même dans la globalité de la montre mécanique? Alors, haut de gamme, c'est-à-dire que le bas de gamme, ça va être difficile. Tout ce qui est montre sympa mais de gros volume, etc. Si tu dois concurrencer Apple, bon courage. C'est compliqué. Ouais, là, je dirais bon courage. La belle montre, la belle horlogerie, je pense que c'est quelque chose qui c'est rassurant. C'est donc sophistication technique. Tu vois, nous, on a aujourd'hui, il n'y a que des montres automatiques avec de la belle horlogerie, avec une sophistication qui se voit. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui dure parce que déjà, ce sont des produits qui sont, tu vois, qui n'ont pas vocation à être consommés et jetés. C'est quelque chose qui dure, qui garde de la valeur,
qui se transmet. Donc, c'est des valeurs un peu fondamentales. Donc après, tu peux avoir des aléas, mais quand même, il y a un aspect rassurant. C'est-à-dire que dans un monde, comme tu dis, qui est quand même très anxiogène, enfin, qui est formidable, mais qui est très anxiogène, où tu te dis, où tu es rivé sur ton écran, tu passes ton temps, hein, et avec toutes les possibilités d'avoir accès à tout, mais en même temps, quelque part, toute l'aliénation. C'est-à-dire que si je passe juste mon temps sur mon écran, mais que je ne rencontre pas les gens, que je n'ai pas de discussion, je ne suis pas sûr que je serais plus heureux. Et donc, des aspects qui te permettent de te poser, allez, je regarde ma montre et j'ai un objet qui dure, qui est beau et où j'ai une émotion parce qu'il est fait pour durer. Je fais le parallèle avec la voiture. Je connais pas, enfin, je suis pas un spécialiste. Bruno est plus, il s'y connaît vraiment en automobile. Il a d'ailleurs pas mal de camarades designers qui travaillent dans l'automobile, y compris des très très grands designers. Bon. Mais belle mécanique, est-ce que tout sera électrique? Je suis pas sûr. Oui. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il restera des... je sais pas, hein, mais je me dis, dans ces challenges technologiques, il y a aussi... La magie de la montre a été la suivante. La technologie, quelque part mécanique, elle est totalement obsolète à l'heure digitale, mais elle est rassurante parce qu'elle est quelque part éternelle, alors que l'aspect digital, ça bouge tout le temps. C'est pas à partir du moment où ça garde de la valeur, et ça peut être transmis, c'est pérenne. Moi, je me dis, tu as de bons fondamentaux. Hein. C'est là où il faut, je dirais, il faut pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire que pour moi, un horloger, il doit rester dans son champ de compétences et pas aller. La montre digitale, c'est très bien, mais moi personnellement, je n'essaierai pas de concurrencer Apple. Ça, c'est ouais. Ils ont tellement d'avance, mais tu vois, ça n'empêche que, typiquement, je me suis intéressé à la belle horlogerie par Apple. Bien sûr. Parce que ça m'a mis une montre au poignet. Enfin, une montre, entre guillemets. Bien sûr, mais une fois que tu es passé à de la belle montre, etc., enfin, à de la belle mécanique, tu es dans un autre rapport à la montre. C'est complémentaire. Voilà, enfin, moi, ça, c'est ma vision. Et puis, il y a quand même autre chose. Hein, c'est quels sont les objets qui sont personnels et qui font que tu as du plaisir et que ça garde de la valeur. Ou en tout cas que ça n'en perd pas. Parce que un objet digital, ça va être obsolète. Il est tout de suite obsolète. C'est-à-dire que 3 mois, 6 mois, 1 an après, il y a d'autres itérations qui font que, voilà, ça y est. La belle montre, non. La belle montre, non. Au contraire, tu as le côté collection où il y a une chaîne de transmission qui est intéressante. Je suis d'accord. Parmi toutes ces années, même que ça soit au début de la création ou autre, est-ce qu'il y a une erreur ou plusieurs erreurs dont tu t'es dit j'aurais pu faire ça différemment? Des fois, on n'a pas pris de décision. Non, mais c'est une boutade. Il n'y a rien de pire que pas prendre de décision. Et parfois, c'est tellement compliqué, c'est tellement contradictoire que tu as du mal à prendre des décisions. Mais au fond, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de ne pas prendre de décision. Et parfois, c'est dur de prendre des décisions parce que il y a tellement de choses contradictoires que
tu sais pas comment décider. C'est pas grave de faire des erreurs. Enfin, faut en faire, faut essayer de faire qu'elles soient pas mortelles. Mais c'est pas très grave. Tu peux. Ce qui est embêtant, c'est quand au fond la peur de faire des erreurs t'empêche d'y aller, de prendre une décision. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Mais ouais, on passe, en tant qu'entrepreneur, tu passes ton temps à prendre des paris et à prendre des décisions et tu sais pas. Risqué. Et c'est risqué et t'en sais rien parce qu'il y a une partie que tu maîtrises, il y a une partie que tu ne maîtrises pas qui dépend du contexte et qui peut tout changer. Vraiment. Le contexte économique, quand même, il compte énormément. Et ça, tu ne le maîtrises pas. Ouais. Et si tu devais résumer Bell & Ross en quelques mots, qu'est-ce que ça serait? L'amitié, la cohérence, la différence et le côté audacieux. C'est pas du MeToo, tu vois, je vois cette image, je vois cette pub et je me dis, bah, ça ressemble à rien d'autre, c'est du Bell & Ross, point final. Et il y a une force graphique, il y a une puissance derrière tout ça. C'est pas le truc gentil, voilà, c'est fort, c'est puissant. Ouais, bah vous avez su trouver votre place, votre ADN, votre marché. Bah merci beaucoup, Carlos. Merci Clément. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis dites-nous ce que Enchanté. vous en pensez dans les commentaires et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Merci. Merci. Au revoir.